Si vous parvenez à jouer de ce piano, je vous épouse. La voix de Béatrice Vasseur résonna dans le salon illuminé, provoquant les rires des invités. La cible de cette moquerie était Thomas Leclerc, l'agent d'entretien qui, un seau et une serpillière à la main, se tenait figé devant le piano à queue, au centre de la fête. Tous les regards se tournèrent vers lui, comme s'il faisait partie du spectacle. Certains s'esclaffaient, d'autres filmaient la scène discrètement. Thomas, immobile, semblait être un intrus dans sa propre routine de travail. Béatrice leva sa coupe de champagne et sourit, convaincue qu'il allait battre en retraite. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce trait de mépris resterait gravé dans les mémoires, et la promesse faite sous les rires se transformerait en un défi public capable de bouleverser le cours de la soirée. Béatrice leva sa coupe avec un sourire acéré. Le cristal étincela sous les lumières du lustre, tandis que sa phrase se propageait dans le salon. « Si vous parvenez à jouer de ce piano, je vous épouse. » Les convives éclatèrent de rire. Certains applaudirent, d'autres hochèrent la tête avec dédain. Thomas tenait toujours son seau métallique. La serpillière pendait de sa main, humide, goûtant sur le tapis précieux. Il ne dit rien. Il fixa simplement le sol. Pour beaucoup, ce silence était de la lâcheté. Pour quelques-uns, c'était de la dignité. Un homme en costume lança à voix haute, sans la moindre pudeur, « Allez-y, l'agent d'entretien. Montrez-nous si vous savez au moins allumer la radio. » Des ricanements accompagnèrent sa plaisanterie. Béatrice s'approcha du piano à queue. Elle caressa le couvercle sombre comme s'il s'agissait d'un bijou. Elle prit soin de tapoter la finition polie avec ses ongles, produisant un son sec. Puis, elle se tourna vers Thomas. « Vous voyez, mon cher, ce n'est pas un jouet. Cet instrument vaut plus que toute votre vie. » Les tables voisines vibrèrent de nouveaux rires. Une dame âgée agita son éventail pour dissimuler son hilarité. Les serveurs, alignés le long du mur, feignaient de ne rien entendre. Mais tous observaient chaque geste. Thomas conserva sa posture. La sueur perlait sur son visage, mais il ne baissait pas les épaules. Béatrice fit un pas en avant. Elle désigna ses chaussures brillantes. « Puisque vous n'allez pas jouer, vous pouvez au moins nettoyer. Le sol est sale à cause de vous. » Il s'accroupit sans un mot de protestation. Il passa la serpillière sur les semelles de ses escarpins, sous les regards attentifs de l'assemblée. Le bruit du tissu contre le cuir résonnait dans le silence pesant. « Plus fort, » ordonna-t-elle. « Je ne veux pas de taches quand j'irai danser. » Un groupe de jeunes à une table plaisanta. « Regardez le nouveau majordome de la reine. » Un autre leva son téléphone et filma la scène. Thomas termina son travail. Il se releva lentement. Son visage était grave, pas l'ombre d'un sourire. Béatrice le remarqua. « Ah, vous ne me remerciez pas pour cette chance ?» Elle tendit sa coupe devant lui. Le liquide doré tangua près de sa chemise usée. « Trinquez avec moi, l'agent d'entretien. » Thomas se contenta de reculer. Son geste déclencha encore plus de rire. Un musicien engagé pour la soirée, Étienne Laurent, observait depuis le côté. Il tenait son violon, mais ne jouait pas. Son regard était fixé sur Thomas. Il percevait quelque chose que les autres ne voyaient pas, de la résistance. Béatrice fit quelques pas dans le salon. Sa robe claire traînait sur la moquette. Le son sec de ses talons résonnait parmi les invités. « Vous croyez tromper quelqu'un avec cet air sérieux ?» lança-t-elle en le désignant. « Tout le monde ici sait que vous n'êtes que l'homme de ménage. Rien de plus. » Un directeur d'entreprise opina. « Et oui, chacun à sa place. » Béatrice leva les mains comme une maîtresse de cérémonie. Imaginez la scène. Ce type essayant de jouer. Les touches tachées de graisse, la mélodie fausse. Une véritable tragédie comique. Les rires reprirent, plus fort cette fois. Certains frappèrent leurs couverts contre les assiettes pour marquer le rythme. Thomas inspira profondément. Ses yeux se portèrent sur le piano. C'était la première fois ce soir-là qu'il regardait vraiment l'instrument. Le couvercle reflétait la lumière éblouissante du lustre. Béatrice le vit et sourit. « Ah, vous êtes tenté. » Elle s'approcha de lui. Elle posa une main sur son épaule comme on contrôle un objet. « Dites à tout le monde que vous ne connaissez rien à la musique. Admettez-le, et peut-être que je pardonnerai votre audace. » Thomas ne répondit pas.
Il retira simplement et doucement la main de son épaule. Le geste fut discret, mais suffisant pour créer un murmure parmi les convives. Lucas Martin, le serveur, s'approcha avec un plateau. Il s'arrêta près d'eux, feignant de ranger des verres. Il jeta un regard rapide à Thomas, un regard silencieux d'encouragement. Béatrice le remarqua et éclata de rire. Même le serveur veut aider? C'est touchant. On dirait que le petit personnel veut jouer aux artistes. Les flashs des photographes crépitèrent. La presse présente à la fête captait chaque détail. Le sourire de Béatrice, l'expression sérieuse de Thomas, l'atmosphère partagée entre le rire et le malaise. Elle retourna vers le piano. Elle ouvrit le couvercle d'un geste théâtral. Le son se propagea dans le salon. Elle s'assit sur l'élégant tabouret et joua 2 notes, simplement pour afficher son assurance. « Ça, c'est de la musique, mes chers, pas une serpillière. » Elle se leva et fit signe à Thomas. « Venez, montrez-nous votre talent caché. » Les invités applaudirent comme s'il s'agissait d'un spectacle. Thomas resta immobile. Le seau pendait toujours de sa main. Son regard fixé sur l'instrument semblait lourd. Béatrice ne perdit pas de temps. « Vous avez peur? Ou vous préférez retourner au débarras, là où est votre place ?» Le silence fut rompu par un rire isolé, puis d'autres suivirent. Bientôt, tout le salon vibrait de moquerie. Étienne serra son violon contre sa poitrine. Il ne riait pas. Il observait, intrigué. Béatrice croisa les bras. « Je vais vous donner une autre tâche. Nettoyez le tabouret avant de vous approcher. Il se pourrait qu'un invité de marque veuille s'asseoir après. » Thomas s'avança vers le piano. Il passa la serpillière sur le tabouret comme demandé. Le tissu laissa un éclat discret sur le cuir. Il termina et resta debout, immobile, devant l'instrument. La salle se calma pendant quelques secondes. Sa proximité avec le piano paraissait absurde à beaucoup. Pourtant, personne n'osa l'interrompre. Béatrice brisa le silence. « Maintenant, partez de là. Vous vous êtes assez amusé. » Elle le poussa légèrement sur le côté. Le geste n'était pas agressif, mais il était public. D'autres rires fusèrent. Thomas ne réagit pas. Il regarda de nouveau le piano. Le reflet des lumières tremblait sur les touches blanches. Béatrice se tourna vers les invités. Imaginez si ce garçon massacrait du Chopin devant tout le monde. Quel spectacle pathétique ce serait. Un homme de grande taille leva son verre. « Béatrice, vous devriez le laisser faire. Ce serait le clou de la soirée. » Elle rit. « Je préfère ne détruire les oreilles de personne. » Mais l'idée circulait déjà entre les tables. Certains murmuraient, curieux. L'humiliation commençait à se transformer en attente. Thomas inspira profondément une fois de plus. La serpillière glissa de sa main et tomba sur la moquette. Le son étouffé attira les regards. Il ne dit rien. Il resta simplement devant le piano entouré de rires, d'insultes et de regards méfiants. Béatrice leva de nouveau sa coupe. « Acceptez-le, messieurs. Tout le monde n'est pas né pour briller. Certains sont simplement nés pour servir. » Les appareils photos crépitèrent à nouveau. L'image était parfaite. La milliardaire triomphante, l'agent d'entretien humilié. Sauf que ce moment ne serait pas la fin. L'injustice publique venait de marquer le début de quelque chose de bien plus grand. Le salon semblait suspendu dans le temps. Béatrice riait encore, entourée d'applaudissements, tandis que Thomas demeurait devant le piano sans bouger. Les invités s'attendaient à ce qu'il s'éloigne, qu'il accepte son rôle d'humilié. Mais quelque chose changea dans son regard. Il ne regardait plus Béatrice ni les invités. Ses yeux étaient fixés sur les touches blanches. Ses rangées lisses, alignées comme des soldats, reflétaient les lumières du lustre. Thomas inspira profondément. Il laissa tomber le seau par terre. Le métal heurta sèchement la moquette, produisant un son qui fit taire une partie des rires. Lucas, le serveur, frissonna en comprenant. C'était un geste simple, mais définitif. L'agent d'entretien avait cessé d'être un employé à cet instant. Il s'engageait sur un chemin sans retour. Thomas tendit la main et toucha le bois poli du piano. Ce n'était pas une note, juste le glissement de ses doigts sur le couvercle. Le geste fit retenir leur souffle à quelques invités. D'autres rirent, pensant qu'il essayait de feindre une intimité avec l'instrument. Béatrice plissa les yeux. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» demanda-t-elle, d'un ton bas mais ferme. Il ne répondit pas.
Il tira lentement le tabouret et s'assit. Le frottement des pieds en bois contre le tapis résonna dans le salon. Le silence s'épaissit. Même les serveurs, qui circulaient entre les tables, s'arrêtèrent pour observer. Thomas posa les mains sur ses genoux. Il ne joua pas encore. Il respira simplement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme lourd. Il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. S'il ne jouait pas, on se souviendrait de lui comme du concierge qui avait osé s'asseoir au piano et avait échoué. S'il jouait et se trompait, le mépris serait encore plus grand. Mais au fond de lui, il n'y avait plus de place pour la retraite. Le son du rire de Béatrice résonnait dans son esprit. Chaque insulte, chaque plaisanterie, chaque regard de mépris se transformait en carburant. Étienne, le violoniste, se pencha en avant, intéressé. Il reconnaissait ce genre de silence. C'était le silence de celui qui décide de tout risquer. Béatrice s'approcha, essayant de reprendre le contrôle. « Levez-vous immédiatement, avant de le regretter. » Sa voix semblait nerveuse, masquée par un sourire forcé. « Vous ne savez pas ce que vous êtes sur le point de faire. » Thomas ne la regarda pas. Il leva les mains, approchant ses doigts des touches. Il n'en pressa aucune, les maintenant simplement en suspens, prêts. C'était comme si le temps s'était arrêté. Certains invités qui riaient auparavant chuchotaient maintenant entre eux. L'ambiance avait changé. La curiosité commençait à l'emporter sur la moquerie. Tous comprenaient. Cet homme allait jouer. Béatrice tenta une dernière charge. Si vous osez presser une seule note, vous êtes fini. Mais aucune menace ne pouvait plus retenir Thomas. Il laissa sa main droite tomber légèrement sur une touche. Une seule note retentit. Simple, claire, vibrante. Le son se répandit dans le salon comme une étincelle. Les invités retinrent leur souffle. L'attente devint insupportable. Thomas ferma les yeux un instant. Cette note n'était pas encore de la musique, mais c'était une décision. Il avait franchi la ligne. Il n'y avait pas de retour possible. Lucas, de loin, sourit discrètement. Il savait que c'était le début de quelque chose de grand. Béatrice recula d'un pas. Pour la première fois, elle semblait perdre le contrôle de la scène. Les flashs des appareils photo la capturèrent dans ce moment d'hésitation. Thomas, toujours en silence, laissa ses deux mains reposer sur les touches. Il ne commença pas la mélodie. Il resta simplement là, montrant qu'il était prêt. Ce geste suffit à transformer l'atmosphère du salon. Ce qui était auparavant des rires devenait maintenant de la tension. L'homme invisible, l'agent d'entretien ignoré, avait fait son choix. À cet instant, Thomas savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le chemin de l'humiliation était terminé. Maintenant commençait le véritable défi, et tous, y compris Béatrice, seraient obligés d'en être témoins. Les mains de Thomas planaient au-dessus des touches, suspendues dans l'air. Le salon attendait en silence, mais son esprit n'était plus là. En un instant, il fut transporté loin, bien avant ces lumières de cristal et la robe étincelante de Béatrice. Il redevint un garçon. Il retourna dans le petit quartier aux rues étroites, aux maisons modestes et au bruit des voisins sur le trottoir. L'odeur des croissants chauds des boulangeries, la poussière soulevée par le passage des bus, les enfants jouant au football pieds nus dans la rue. À cette époque, Thomas avait environ 10 ans. Il vivait avec sa mère, Lucie, dans une petite maison de location, aux murs écaillés et aux toits qui grinçaient quand le vent soufflait. Elle était couturière et les faisait vivre tous les deux avec beaucoup d'efforts. Son père était parti quand Thomas était encore un bébé et n'avait jamais plus donné de nouvelles. Malgré les difficultés, sa mère avait une règle. Tous les dimanches, ils allaient ensemble à l'église. Peu importait s'ils n'avaient pas d'argent pour le transport ou s'il pleuvait à verse. Ils entraient dans ce temple simple, au banc de bois, et s'asseyaient au premier rang. C'est là que Thomas vit pour la première fois un piano de près. Ce n'était pas un piano à queue comme celui du salon luxueux. C'était un piano droit, ancien, avec des éraflures, quelques touches jaunies et d'autres fissurées. Mais pour Thomas, il ressemblait à une porte magique. Il se souvenait de la façon dont ses yeux s'étaient fixés sur cet instrument. Le son produit par le vieux musicien de l'église remplissait l'espace de quelque chose qu'il ne savait pas nommer.
mais qu'il sentait dans son cœur. Un jour, après la messe, Thomas s'approcha timidement. Il tendit la main et toucha légèrement une touche. La note résonna brièvement, mais le fit sourire. Le musicien le remarqua, lui sourit en retour et dit « Curieux, mon garçon ». Thomas hocha la tête. « Alors, asseyez-vous ». L'homme s'écarta et laissa le tabouret libre. Thomas trembla. Il regarda sa mère, qui observait de loin, ne sachant pas si elle devait le permettre. Mais le musicien insista, et elle accepta d'un signe de tête. Le garçon s'assit. Ses jambes atteignaient à peine le sol, mais ses yeux brillaient comme jamais. Le musicien lui montra les notes de base, et Thomas répéta. Ses petits doigts faisaient des erreurs, mais il y avait quelque chose de naturel dans la façon dont il bougeait. Ce jour-là, la graine fut plantée. Les semaines suivantes, dès qu'il le pouvait, Thomas restait quelques minutes de plus après la messe. Le musicien, nommé Monsieur Gérard, lui enseignait de petits exercices. Sa mère observait de loin, fatiguée par son travail, mais heureuse de voir son fils si enthousiaste. Un dimanche, cependant, la vie changea. Monsieur Gérard décéda subitement, et l'église se retrouva sans pianiste. L'instrument fut fermé, recouvert d'un drap. Mais Thomas n'abandonna pas. Il se mit à observer toute personne qui jouait, imitait les gestes avec ses doigts en l'air, gravait les sons dans sa mémoire. À l'école, il dessinait des claviers sur ses cahiers et s'entraînait au mouvement. Son professeur en vint à se plaindre. « Thomas, fais attention à la leçon de mathématiques. » Mais il n'y parvenait pas. Le piano faisait déjà partie de lui. Sa mère remarqua sa passion. Un soir, après une journée entière passée à coudre pour payer le loyer, elle s'approcha de son fils et lui dit « Je ne peux pas te donner grand-chose, mon fils. Mais si ce piano de l'église est ce qui fait briller tes yeux, alors vas-y, même sans professeur, essaie d'apprendre. » Et c'est ce qu'il fit. Pendant les moments où l'église était ouverte, Thomas s'approchait, soulevait le drap et essayait de se souvenir des leçons de Monsieur Gérard. Il jouait lentement, faisait des fausses notes, se trompait, mais il continuait, jusqu'à ce qu'une tragédie le marque. Un matin, sa mère tomba malade. Sa toux devint forte, constante. L'argent qui suffisait à peine pour le loyer et la nourriture fut désormais dépensé en médicaments. Thomas, encore adolescent, dut abandonner l'école et chercher de petits boulots. Il vendait des bonbons au feu de circulation, portait des courses, faisait des petits travaux. Mais dès qu'il avait un instant de libre, il retournait à l'église. Un après-midi pluvieux, sa mère s'assit sur le banc le plus proche et observa son fils jouer. Il parvenait déjà à extraire de petites mélodies. Elle sourit, bien que pâle. « Tu iras loin, mon fils. Ce piano sera ta voix dans le monde. » Ce furent ses dernières paroles d'encouragement. Peu de temps après, la maladie l'emporta. La perte de sa mère fut un coup terrible. Thomas pleura comme jamais, mais il s'accrocha à ce qu'elle avait dit. Le piano devint un souvenir et une promesse. Il se jura de ne jamais abandonner ce talent, même si la vie le tirait vers la misère. Les années passèrent. Sans formation officielle, Thomas trouva du travail comme agent d'entretien dans des immeubles et des maisons. Il nettoyait les sols, portait des cartons, faisait de tout, toujours avec dignité, toujours en silence. Mais dans chaque endroit où il y avait un piano, il s'approchait en cachette. Il jouait quand il n'y avait personne, juste pour apaiser la nostalgie de ce qui le liait à sa mère, jusqu'à son arrivée dans le salon de Béatrice. Là, le piano à queue était un joyau d'exposition, poli, coûteux, exhibé lors des fêtes pour impressionner les investisseurs. Pour Thomas, c'était bien plus. Chaque fois qu'il nettoyait la moquette à proximité, son cœur s'accélérait. Il jouait une ou deux notes rapides quand personne ne regardait. Parfois, il restait après son service et risquait des mélodies entières, sachant que s'il était découvert, il pourrait être renvoyé. C'est ainsi que Lucas, le serveur, le trouva un soir. Il retournait dans le salon pour chercher un tablier oublié et entendit la musique. Il resta figé sur le seuil, n'en croyant pas ses yeux que c'était Thomas au piano. Puis il s'approcha et dit « Tu es un génie caché, Thomas. » L'agent d'entretien se contenta de sourire timidement. « C'est juste une façon de me souvenir de ma mère. Lucas ne le dit à personne.
Il garda le secret et, de temps en temps, encourageait son ami. « N'arrête pas. Un jour, tout le monde verra qui tu es vraiment. » Le piano, depuis lors, n'était plus seulement du bois et des touches. C'était le symbole de sa mère, de ses nuits de répétition solitaire, de chaque larme qu'il avait versée en silence. Maintenant, dans le salon luxueux, face à l'élite qui se moquait de ses origines, ce même piano était devant lui. Les touches blanches brillaient sous les lumières, lui rappelant le vieux piano de l'église, et la voix de sa mère résonnait dans sa mémoire « Ce piano sera ta voix dans le monde ». Thomas le savait, c'était le moment de tenir sa promesse. Il n'y avait pas de retour en arrière. Peu importèrent les rires, les moqueries ou le risque. S'il devait tomber, il tomberait en essayant d'honorer sa mémoire. Et en posant ses doigts sur les touches, il n'était plus seulement un agent d'entretien entouré d'invités arrogants. Il était le garçon de l'église, le fils de la couturière, l'héritier d'un rêve qui ne s'éteindrait jamais. Le lendemain matin de cette soirée de gala, alors que le salon exhalait encore une odeur de fleurs fanées et de champagne renversé, Thomas arriva tôt pour travailler. Les serveurs ramassaient les verres brisés, les nappes étaient entassées dans des sacs et le piano fermé semblait se reposer après n'avoir été qu'un simple ornement de la fête. Il s'approcha en silence. Il passa son chiffon sur le couvercle poli, comme il le faisait toujours. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était plus seulement un geste de nettoyage, c'était le début d'un engagement. Le souvenir de l'humiliation et de la promesse de Béatrice brûlait encore en lui. Thomas savait que, s'il voulait relever le défi, il devait être prêt. Il ne suffisait pas de jouer comme il le faisait en cachette. Il avait besoin de précision, de confiance et du courage de s'exposer devant l'élite. Les jours suivants, il organisa une routine secrète. Il arrivait plus tôt et partait plus tard, profitant des moments où le salon était vide. Il jouait lentement, répétant des gammes, corrigeant ses erreurs, se remémorant les leçons improvisées de M. Gérard dans son enfance. Parfois, ses doigts glissaient sur les touches avec naturel. À d'autres moments, l'anxiété le faisait se tromper. Chaque erreur lui rappelait qu'il ne pouvait pas échouer. La troisième nuit de son entraînement secret, Lucas apparut. Il entra doucement, apportant un plateau avec des tasses de café oubliées. Il resta là, à écouter. « Tu te prépares pour elle, n'est-ce pas » demanda-t-il après quelques minutes. Thomas cessa de jouer. Il regarda son ami, hésita, mais répondit avec sincérité. « Je n'accepterai pas qu'on se souvienne de moi comme d'une simple blague. » Lucas hocha la tête. « Et ce ne sera pas le cas. J'ai déjà vu comment tu joues. Tu as juste besoin d'y croire. » Mais tout le monde n'était pas de son côté. Un employé plus âgé, nommé Claude, responsable du stock, le surprit en train de s'entraîner un soir. « Tu es devenu fou » grommela-t-il en fermant la porte avec force. « Si la patronne l'apprend, tu es à la porte. Un agent d'entretien n'a pas à s'asseoir sur ce tabouret, compris ?» Thomas tenta d'argumenter, mais Claude l'interrompit. « Ne risque pas ton travail pour une bêtise. Tu sais que tu n'appartiens pas à ce monde. » Les mots de l'homme résonnèrent profondément. Thomas savait que Claude ne parlait pas par méchanceté, mais par peur. Pourtant, cela sonnait comme des chaînes à ses pieds. Cette nuit-là, il resta seul jusqu'à tard. Il joua une mélodie lente en pensant à sa mère. Et dans le silence du salon vide, il décida qu'il ne laisserait pas la peur d'un autre homme décider pour lui. Le jour suivant, le hasard apporta une surprise. Un des invités habituels de la demeure, le chef d'orchestre à la retraite Auguste Renaud, arriva en avance pour une réunion privée. En entrant dans le salon, il entendit Thomas jouer. L'agent d'entretien ne réalisa pas tout de suite qu'il était observé. Il exécutait une pièce qui mélangeait des notes classiques avec des improvisations. Quand il termina, il entendit un applaudissement lent venant de la porte. Effrayé, il se leva. « Excusez-moi, monsieur. Je testais juste le son. » Mais Auguste secoua la tête. « Ne vous excusez pas. Vous avez du talent, bien plus que vous ne l'imaginez. » Thomas resta sans voix. Le maestro s'approcha, passa la main sur les touches et commenta. « Ce n'est pas seulement de la technique, c'est du sentiment. C'est ce qui distingue un vrai musicien d'un imitateur. » Cet éloge fut un carburant pour sa détermination. La semaine suivante, il intensifia ses entraînements. Il jouait en secret, mais maintenant avec un objectif clair.
Il l'étudiait seul, répétant des passages jusqu'à ce que chaque phrase sorte proprement. Les petites heures du matin étaient ses alliés. Un jour, Lucas apporta un téléphone en cachette. Il enregistra un court extrait de l'exécution de Thomas et le lui montra. « Regarde comment ça sonne, mon vieux. Tu dois croire en ce que je vois déjà. » Thomas écouta et reconnut à peine son propre son. Pour la première fois, il entrevit qu'il pourrait réellement affronter le piano devant tout le monde. Mais la pression montait. Béatrice, même sans connaître ses répétitions, augmentait le ton de ses provocations. Lors de réunions plus restreintes, elle racontait aux invités comment elle avait humilié le concierge effronté. Les rires se multipliaient et les rumeurs couraient. Certains employés commencèrent à regarder Thomas avec dédain, répétant les phrases qu'ils entendèrent de la patronne. « Tu vas devenir pianiste maintenant ?» se moquait-il. Il endurait en silence. Chaque offense était convertie en heures supplémentaires devant le clavier. Il y eut un moment où il faillit abandonner. Il était tard. Ses doigts lui faisaient mal à force de répéter des gammes, et son esprit fatigué produisait erreur sur erreur. Il laissa tomber sa serpillière, ferma le piano avec force et murmura « Peut-être qu'ils ont raison ». À cet instant, il se souvint de sa mère, de sa toux sur le banc de l'église et de son sourire en l'entendant jouer. Ce souvenir le ramena à la raison. Il rouvrit le piano, inspira profondément et recommença. Les jours se transformèrent en semaines. De plus en plus sûr de lui, Thomas ne se trompait plus aussi souvent. Le son remplissait le salon vide avec force. Jusqu'à ce qu'un matin, Étienne Laurent, le violoniste, entre à l'improviste. Il était venu chercher des partitions oubliées. En entendant le piano, il s'arrêta sur le seuil, impressionné. « C'est vous qui jouez comme ça ?» demanda-t-il, incrédule. Thomas rougit. « Je ne fais que répéter. » Étienne sourit. « Ce n'est pas juste une répétition, c'est du vrai talent. Si quelqu'un entendait ça, il ne croirait jamais que vous êtes agent d'entretien. » Thomas sentit son cœur s'emballer. C'était la deuxième personne extérieure à reconnaître son don. Avec le temps, un petit réseau de soutien se forma. Lucas, le serveur, qui lui donnait confiance, Étienne, qui l'encourageait maintenant avec des conseils musicaux, et même le maestro Auguste, qui, lors de visites occasionnelles, lui lançait des conseils rapides. Le plus grand obstacle, cependant, restait Béatrice. Elle remarquait une confiance croissante chez Thomas. Irritée, elle renforça l'ordre qu'aucun employé ne s'approche du piano sans sa permission. Elle demanda aux agents de sécurité de surveiller le salon, mais Thomas ne pouvait plus faire marche arrière. Les heures clandestines, les regards d'encouragement, les souvenirs de sa mère et le défi lancé en public le poussaient en avant. Chaque note qu'il jouait en secret était un pas vers l'inévitable confrontation. Il savait que l'épreuve viendrait, tôt ou tard, et il était prêt à tout risquer. Le salon était silencieux cet après-midi-là, éclairé seulement par la lumière naturelle qui traversait les grandes fenêtres. Thomas profitait des dernières minutes de son service pour passer un chiffon sur le sol, mais ses yeux insistaient pour glisser vers le piano à queue. L'instrument semblait l'appeler, presque comme s'il respirait au même rythme que lui. Lucas apparut avec un plateau vide. « Le salon est vide aujourd'hui », dit-il à voix basse, presque comme un complice. « Si tu veux, tu peux en profiter. » Thomas hésita. Mais il suffit d'un autre regard vers le piano pour qu'il ne puisse résister. Il s'assit sur le tabouret, ajusta ses doigts et commença à jouer une mélodie lente, douce, construite avec patience. C'était un passage qu'il avait répété pendant des semaines, jusqu'à ce que chaque note sonne de manière cristalline. Le son se répandit dans l'espace vide, résonnant contre les murs de marbre. Cela ne ressemblait pas au salon de la milliardaire à cet instant, mais à la vieille église où tout avait commencé. Thomas ferma les yeux et laissa ses doigts courir. Quand il eut terminé, il entendit un applaudissement contenu. Il ouvrit les yeux, surpris. À la porte se tenait un homme grand, bien habillé, avec une mallette en cuir à la main. C'était l'un des investisseurs les plus proches de Béatrice, Monsieur Arnaud, connu pour son goût raffiné. « Impressionnant », commenta-t-il en marchant lentement vers le piano. « Je ne savais pas que nous avions un pianiste parmi le personnel. »
Thomas se leva immédiatement. « Excusez-moi, monsieur. Je ne faisais que tester. » Arnaud sourit. « Ne vous excusez pas. La musique que je viens d'entendre n'est pas celle de quelqu'un qui teste. C'est celle de quelqu'un qui ressent. » Il toucha le côté du piano du bout des doigts. Béatrice devrait entendre ça. Thomas resta silencieux. Son cœur battait la chamade. C'était la première fois qu'un invité important reconnaissait son talent. Une petite victoire. Lucas, derrière, pouvait à peine contenir sa joie. « Tu vois » chuchota-t-il quand Arnaud s'éloigna. « Petit à petit, ils vont découvrir. » Mais cette victoire s'accompagna d'un nouveau poids. Si cet homme en parlait à Béatrice, sa fureur serait inévitable. Et cela ne tarda pas. Le soir suivant, Béatrice appela Thomas au milieu du salon. Les invités s'installaient déjà, et le piano était de nouveau mis en valeur. « J'ai appris que vous vous aventuriez un peu trop par ici, » dit-elle avec un sourire glacial. « Il semble que vous ayez décidé de troquer la serpillière pour les touches. » Le salon devint silencieux. Les invités attendirent la réaction. Thomas ne répondit pas. Il garda simplement les yeux baissés. Béatrice fit un pas en avant. « Je n'admets pas les plaisanteries. Ce piano n'est pas le jouet d'un agent d'entretien. » Elle se tourna vers les invités, théâtralement. « Imaginez, messieurs, entrer chez moi et voir l'employé de ménage utiliser mon instrument comme passe-temps. » Les rires reprirent. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Certains invités ne rirent pas. Ils se souvenaient d'Arnaud commentant, sur un ton intrigué, avoir entendu le concierge jouer. La curiosité commençait à remplacer le mépris. Béatrice perçut les chuchotements et s'irrita. « À partir d'aujourd'hui, il vous est interdit de vous approcher de ce piano. » Elle se tourna vers les agents de sécurité. « Je veux que vous surveilliez. S'il ose jouer à nouveau, il sera renvoyé sur le champ. » Le coup fut dur. Thomas sentit ses jambes flageoler. Tous ses efforts secrets, toutes ses répétitions nocturnes étaient en péril. Après la fête, Lucas s'approcha. « Ils ont peur de toi, tu comprends ? Le fait qu'ils l'interdisent est le signe qu'ils ont déjà remarqué quelque chose. » Thomas respira profondément. « Mais comment vais-je continuer à m'entraîner si je ne peux même pas m'approcher ? » « Il y a toujours un moyen, » répondit Lucas. « Tu dois juste être plus prudent. » Les semaines suivantes, Thomas dut se réinventer. Il s'entraînait pendant ses pauses, quand personne n'était là. Il utilisait des chiffons et des balais pour simuler les touches en silence, mémorisant les mouvements. Quand il avait de la chance, il obtenait 5 minutes devant le piano avant d'être interrompu. L'interdiction augmentait la pression, mais elle attisait aussi la flamme. Chaque minute gagnée devant les touches devenait précieuse. Un soir, Étienne, le violoniste, le retrouva une fois de plus caché dans le salon. Il entendit un bref passage et commenta « Si tu arrives à jouer comme ça, même avec la peur d'être pris, imagine quand tu auras la liberté. » Thomas sourit. Mais en lui, il y avait de la tension. La petite victoire d'avoir impressionné Arnaud lui avait donné confiance, mais il faisait maintenant face à une barrière plus grande, le contrôle absolu de Béatrice. La nouvelle circulait parmi les employés. Certains se moquaient de lui, répétant les mots de la patronne. « Tu vas devenir maestro maintenant ?» ricanait-il. D'autres, en silence, attendaient de voir jusqu'où il irait. Thomas ne répondait pas. Il gardait les mots en lui comme du carburant. Une nuit, seul, il retourna s'asseoir au piano. Il joua avec force, comme s'il affrontait les cris et les rires de tous. Chaque note était une réponse silencieuse. Quand il eut terminé, il était haletant, comme s'il venait de livrer une bataille. Et, de fait, c'était le cas, car à ce moment-là, il réalisa que peu importait à quel point Béatrice essayait d'étouffer son talent, la musique en lui ne pouvait être réduite au silence. Mais il savait aussi, pour gagner, il devrait affronter la milliardaire en public, devant tout le monde. Et la petite victoire devant Arnaud n'avait été que le début d'une guerre bien plus grande. La soirée était animée dans le petit salon de la demeure. Béatrice avait organisé un dîner privé pour quelques investisseurs. L'ambiance était moins formelle que celle des grands galas, mais toujours empreinte d'ostentation. Le piano restait en arrière-plan, fermé, comme un trophée silencieux. Thomas circulait discrètement, ramassant les verres vides.
Il entendait les conversations de loin, mais ses yeux, comme toujours, se tournaient vers le piano. Son cœur s'accélérait, mais il se souvenait de l'interdiction, menace de licenciement, honte en public. Il inspirait profondément et détournait le regard. Cependant, à la fin du dîner, lorsque les invités se levèrent pour aller fumer des cigares sur le balcon, le salon se vida. Seuls quelques serveurs débarrassèrent les assiettes. Lucas jeta un regard rapide à Thomas, un signe silencieux. Thomas s'approcha du piano. Ses mains tremblaient, mais il ouvrit le couvercle lentement, comme quelqu'un qui dévoile un secret. Il s'assit et, sans trop réfléchir, se mit à jouer. La mélodie était douce, chargée d'émotion. Ce n'était pas une pièce répétée, mais un mélange de souvenirs, d'improvisation et de sentiments refoulés. Le son remplit l'espace d'une sincérité que les mots ne pourraient jamais atteindre. Lucas resta immobile, tenant une pile d'assiettes, fasciné. Ce que Thomas ne savait pas, c'est qu'Étienne, le violoniste, était aussi dans le salon, en train de récupérer des partitions oubliées. Il s'arrêta net, stupéfait. La musique semblait venir d'un musicien professionnel, pas d'un agent d'entretien. Il s'approcha doucement, jusqu'à être assez près pour voir Thomas de dos, jouant les yeux fermés. Lorsque la mélodie se termina, le silence ne fut rompu que par le son d'applaudissements contenus. Thomas se retourna, effrayé. Il vit Étienne applaudir avec sincérité. « C'était extraordinaire », dit le violoniste d'une voix basse mais ferme. « Ce n'est pas seulement du talent, c'est de l'âme. » Thomas tenta de se justifier. « Je ne devrais pas. Madame Béatrice l'a interdit. » Étienne leva la main. « Les interdictions ne peuvent pas faire taire le don d'un homme. Vous êtes né pour ça. » Lucas s'approcha, ému. « Je l'avais dit, j'avais dit que c'était un génie. » Étienne regarda son ami, puis Thomas. « Si vous me le permettez, je peux vous aider. Vous enseignez la technique. Vous indiquez des pièces qui correspondent à ce que vous ressentez. Mais comprenez bien, vous avez déjà le plus important. La musique est en vous. » Thomas baissa les yeux. L'éloge semblait trop lourd à porter. Personne ne le croirait. Pour eux, je ne suis que le concierge. Alors montrez-leur, répondit Étienne sans hésiter. Un jour, en public, sans peur. Ce moment fut un tournant. Il n'y eut pas d'applaudissements de l'élite ni de gros titres dans les journaux. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Thomas n'était plus seulement un homme croyant seul en son talent. Il y avait maintenant des témoins. Lucas et Étienne connaissaient la vérité. Les jours suivants, Étienne revint plusieurs fois exprès, trouvant toujours des excuses pour oublier des partitions. Peu à peu, il lui donnait des conseils simples, la posture des mains, des exercices de répétition, des choix de répertoire. Thomas absorbait tout comme une éponge. Chaque soir, après son service, il répétait ses entraînements en silence, perfectionnant chaque détail. Mais les rumeurs commencèrent à circuler. Un des serveurs commenta à un autre que le concierge joue comme un vrai musicien. Bientôt, quelques employés chuchotaient dans les couloirs, et ainsi de petites graines de doute germèrent parmi les invités habituels. À la table de Béatrice, on entendit un murmure. « On dit qu'il joue mieux que beaucoup de professionnels. » Elle rit fort, comme toujours. Des bêtises, ce ne sont que des commérages d'employés. Pourtant, en elle, l'irritation grandissait. Elle ne supportait pas l'idée que quelqu'un d'un rang inférieur puisse être loué dans son cercle. Pendant ce temps, Thomas continuait. De plus en plus sûr de lui, de plus en plus conscient que tôt ou tard, l'opportunité se présenterait. Et quand cela arriverait, il ne serait plus seulement un agent d'entretien essayant de se défendre. Il serait un musicien prêt à surprendre. La révélation partielle était faite. Deux hommes respectés, un violoniste et un serveur de confiance, avaient déjà vu la vérité. Et même sans preuve devant tous, la perception commençait à changer. Cette nuit-là, en s'allongeant dans son lit simple, Thomas sourit pour lui-même. Ce n'était pas la victoire finale, mais c'était le premier signe que sa voix, à travers le piano, ne pouvait plus être ignorée. Les rumeurs avaient commencé comme des murmures discrets, mais en quelques jours, elles circulaient dans les couloirs de la demeure, comme un courant électrique. Le concierge joue du piano. On dit qu'il a l'air d'un professionnel. Un violoniste célèbre l'a entendu et a été impressionné. Ses phrases,
dites à voix basse entre les employés, parvinrent inévitablement aux oreilles de Béatrice. Au début, elle rit. Elle trouvait amusant que les employés inventent des histoires pour passer le temps. Mais quand une de ses amies les plus proches commenta lors d'un déjeuner, « Béatrice, j'ai entendu dire que votre concierge est un prodige caché. Quand allez-vous nous le montrer ?» Son sang ne fit qu'un tour. Cette nuit-là, Béatrice convoqua les employés dans le salon. Les lustres étaient allumés, éclairant le piano comme une scène. Elle entra d'un pas ferme, sa longue robe ondulant, et désigna l'instrument. « Je vais clarifier quelque chose une bonne fois pour toutes. » Sa voix trancha l'air comme une lame. « Ce piano est le patrimoine de cette maison. Aucun de vous n'a la permission de ne serait-ce qu'ouvrir le couvercle sans mon ordre. » Elle regarda directement Thomas, qui se tenait au fond, en silence. « Et si quelqu'un essaie de jouer au musicien, il sera dehors, immédiatement. » Les employés baissèrent la tête. L'ambiance était tendue, mais le regard de Béatrice ne quittait pas Thomas. C'était un message personnel, déguisé en ordre général. Après la réunion, Lucas l'approcha dans les couloirs. Elle a peur. C'est uniquement pour ça qu'elle a durci les règles. Thomas répondit à voix basse, « Plus elle me réprime, plus je sens que je dois continuer. » À partir de là, la surveillance fut renforcée. 2 agents de sécurité se mirent à circuler constamment dans le salon. Chaque fois que Thomas s'approchait du piano pour le nettoyer, ils l'observaient comme des gardiens. S'il tardait une seconde de plus, l'un d'eux se raclait la gorge, lui rappelant qu'il était surveillé. Malgré tout, il n'abandonna pas. Il créa de nouvelles méthodes pour s'entraîner sans être vu. Il dessina les touches sur un morceau de carton qu'il gardait dans son placard de nettoyage. Pendant ses pauses, il passait ses doigts sur les traits, mémorisant des gammes en silence. Le soir, chez lui, il tapotait sur la table comme si c'était un clavier. L'absence des notes réelles l'étouffait, mais chaque entraînement invisible le renforçait. C'était comme se préparer en secret pour une bataille inévitable. Étienne, le violoniste, remarqua le changement d'atmosphère. Un après-midi, il trouva Thomas en train de nettoyer les fenêtres du salon et lui chuchota « J'ai entendu dire qu'elle a mis des gardes pour te surveiller. » Oui, Thomas sourit légèrement. « Cela ne fait que confirmer qu'elle sait que je suis trop près. » Étienne acquiesça. « Alors prépare-toi, car plus elle essaiera de te faire taire, plus l'impact sera grand quand tu joueras enfin devant tout le monde. » Mais la pression ne cessait de croître. Lors d'un dîner élégant, Béatrice décida de le ridiculiser une fois de plus. Elle demanda à Thomas de servir le vin, mais au moment où il le lui tendait, elle éleva la voix pour que tous l'entendent. « Voici le fameux concierge pianiste dont on parle tant. » Elle rit et but une gorgée. « Imaginez, mes amis, il pense pouvoir vous charmer avec des touches. » Quelques invités rirent, d'autres échangèrent des regards curieux. Béatrice continua. « Peut-être qu'un jour je le laisserai essayer, juste pour que tout le monde voie à quel point c'est ridicule. » Thomas se retira en silence. À l'intérieur, le feu grandissait. Chaque humiliation publique était un coup de poignard, mais aussi un rappel. Il devait être prêt pour le jour où elle tiendrait sa propre promesse. Un matin, il se retrouva seul dans le salon par hasard. Les agents de sécurité avaient été appelés pour régler un imprévu au portail. L'espace était vide. Le piano scintillait sous la lumière qui entrait par les fenêtres. Le cœur de Thomas s'emballa. Il savait que c'était risqué, mais il ne put résister. Il ouvrit le couvercle, s'assit et commença à jouer. Il choisit une pièce complexe, mêlant technique et émotion. Le son emplit le salon, libérant des semaines de silence. Ce qu'il ne remarqua pas, c'est qu'une des invitées de Béatrice était entrée discrètement. Elle resta là, écoutant, enchantée. Quand il termina, elle s'approcha. « C'était magnifique, » dit-elle en souriant. « Pourquoi Béatrice ne nous a-t-elle jamais montré ce talent ?» Thomas resta sans voix. Il baissa simplement la tête et murmura « Parce que pour elle, je ne suis pas un musicien. Je ne suis que le concierge. » La femme l'observa avec surprise. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Béatrice apparut à la porte. Les yeux de la milliardaire étincelèrent en voyant la scène. Elle marcha d'un pas ferme vers lui. « Levez-vous » ordonna-t-elle. « Qui vous a donné la permission ?» Thomas s'éloigna du tabouret, mais ne baissa pas la tête.
Béatrice se tourna vers l'invité et força un sourire. « J'espère que vous n'avez pas pris ça au sérieux. » Il ne faisait que s'amuser. Mais l'invité ne semblait pas convaincu. La graine du doute était plantée. Après cet épisode, Béatrice se durcit encore plus. Elle interdit à Thomas de servir lors des dîners importants. Elle l'envoya à des tâches subalternes, essayant toujours de l'éloigner du piano. Mais plus elle le cachait, plus les commentaires grandissaient. Certains invités demandaient ouvertement « Et le pianiste, est-ce vrai, ce qu'on dit ?» Béatrice riait, mais son insécurité ne passait plus inaperçue. Thomas, de son côté, comprenait que l'étau se resserrait. Mais au lieu de reculer, il s'entraînait avec plus de discipline. Même les gestes répétés en silence devinrent ses alliés. Il jouait de mémoire, se corrigeait mentalement, transformait chaque minute en préparation. La pression avait atteint son paroxysme. Béatrice était déterminée à l'écraser, et lui, décidé à prouver le contraire. Le salon tout entier semblait respirer cette tension invisible, et tout le monde le savait, tôt ou tard, la confrontation publique serait inévitable. La grande soirée arriva. Le salon principal de la demeure était plus illuminé que jamais. Lustres allumés, tables couvertes de nappes blanches, verres alignés comme des cristaux en parade. Béatrice avait préparé une fête somptueuse pour impressionner des investisseurs étrangers, mais tous les yeux étaient tournés vers une autre possibilité. Les rumeurs s'étaient propagées trop rapidement. Des journalistes étaient apparus discrètement. Les invités chuchotaient depuis leur arrivée. « C'est ce soir que le concierge va jouer? Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit ?» La curiosité était telle que même le faste habituel ne parvenait pas à dissimuler le climat d'attente. Thomas circulait d'un pas ferme, tenant un plateau. À l'intérieur, son cœur battait comme un tambour de guerre. Il savait que, ce soir-là, la promesse moqueuse de Béatrice pourrait enfin être exigée. Et ce fut le cas. Au milieu d'un toast, Béatrice leva sa coupe, un sourire glacial sur le visage. « Mes amis, cette soirée est spéciale. » Elle fit une pause dramatique, profitant du silence. « Beaucoup parlent de mon agent d'entretien. On dit que c'est un génie caché. » Des rires résonnèrent, mais aussi quelques regards d'expectative. Béatrice désigna Thomas, qui se tenait près de la porte. « Eh bien, mettons fin à cette farce une bonne fois pour toutes. Thomas, venez ici. » Il s'avança lentement, chaque pas pesant comme une pierre. En arrivant près du piano, il s'arrêta. Le salon tout entier l'observait. Béatrice le provoqua d'un geste théâtral. « Asseyez-vous, montrez à tout le monde votre talent miraculeux. » Le ton était méprisant, mais la salle était partagée. La moitié riait, l'autre moitié attendait en silence. Thomas posa son plateau sur une table d'appoint. Il redressa sa posture. Il se dirigea vers le tabouret du piano. Ses jambes tremblaient, mais son regard était fixe. Il s'assit lentement, ajusta le tabouret. Un des invités murmura « Il va vraiment jouer ». Lucas, caché parmi les serveurs, retenait son souffle. Étienne, le violoniste, était au fond, les bras croisés, attentif. Thomas souleva le couvercle. Les touches blanches reflétèrent la lumière des lustres comme si elles étaient des lames. Il posa les mains dessus, inspira profondément, ferma les yeux un instant. Le salon plongea dans un silence absolu. Puis, il commença. Les premières notes résonnèrent douces, presque timides. Mais elles prirent vite de l'ampleur, formant une mélodie ferme, chargée d'émotion. Ce n'était pas seulement de la technique, c'était du sentiment, c'était de la vie. Chaque accord vibrait dans la poitrine des auditeurs, comme s'il racontait une histoire. Les invités, auparavant prêts à rire, se turent. Les verres s'immobilisèrent en l'air, une fourchette tomba sur une assiette et personne ne bougea pour la ramasser. Béatrice, debout, forçait encore un sourire, mais ses yeux trahissaient sa surprise. Elle ne s'attendait pas à entendre cela. Thomas continua. Il jouait comme si le monde autour de lui avait disparu. Chaque note portait des souvenirs, la vieille église, sa mère souriant sur le banc, les nuits d'entraînement secrets. Le salon avait disparu. Il ne restait que lui et le piano. Le rythme s'accéléra. Ses mains glissaient rapidement, fermement, sans hésitation.
Le son envahissait l'espace, remplissant chaque recoin d'une intensité presque sacrée. Certains invités portèrent la main à leur bouche, incrédules. D'autres filmaient discrètement, réalisant qu'ils assistaient à quelque chose d'unique. Étienne ferma les yeux et sourit. Il reconnaissait la force qui naît de la douleur et de la discipline. Lucas, les larmes aux yeux, murmurait « Je le savais, je le savais ». Béatrice essayait de dissimuler. Il a dû mémoriser ça d'une vidéo bas de gamme. Chuchota-t-elle à son ami, mais sa voix sortit tremblante, sans conviction. Thomas n'entendait rien, il était plongé dans la musique. Il jouait comme si c'était la dernière fois. Chaque accord était un cri de liberté, chaque pause, une respiration de victoire. La mélodie atteignit son apogée, le salon tout entier semblait vibrer. Les notes finales résonnèrent avec force, puis s'adoucirent, tombant comme une pluie calme. Lorsque la dernière touche retentit, le silence revint. Mais ce n'était plus le même silence, c'était un silence lourd, chargé de respect. Personne ne rit, personne n'osa briser l'instant. Les invités, les journalistes, même les agents de sécurité étaient immobiles. Le son du piano vibrait encore dans la mémoire de tous. Thomas ouvrit lentement les yeux, il respira profondément. Il ne sourit pas, ne fit pas de révérence. Il se leva simplement, avec la sérénité de celui qui avait rempli sa part du contrat. Béatrice était pâle. La coupe dans sa main tremblait. Elle regarda autour d'elle et comprit ce qui se passait. Les invités ne la suivaient pas dans sa moquerie. Au contraire, beaucoup l'observaient en silence, comme s'ils attendaient sa réaction. Elle tenta de rire. « Eh bien, il a fait un effort. » Mais le commentaire sonna fragile, déplacé. Personne ne répondit. Un homme élégant, assis à la table centrale, fut le premier à applaudir, non pas avec un enthousiasme théâtral, mais avec un respect contenu. D'autres suivirent, hésitants, jusqu'à ce que tout le salon se mette à applaudir. Ce n'était pas explosif, mais c'était suffisant. Le son des applaudissements transperça Béatrice comme un poignard. Thomas ne leva pas les bras en triomphe. Il resta simplement debout, digne, respirant profondément. Le piano était à côté, brillant comme un témoin silencieux. La preuve était faite. Il n'y avait plus de doute. Le concierge que tout le monde ridiculisait était en fait un génie caché. Et à cet instant, Béatrice réalisa. L'humiliation qu'elle avait planifiée contre lui s'était retournée contre elle. Le son des applaudissements résonnait encore, lorsque Thomas s'éloigna du piano. Son visage serein contrastait avec la tension qui s'emparait de Béatrice. Elle, habituée à contrôler tous les regards du salon, était maintenant soumise à un jugement invisible. La milliardaire tenta de reprendre le contrôle de la scène. Elle leva de nouveau sa coupe, forçant un rire. « C'était un curieux, n'est-ce pas ?» dit-elle en regardant autour d'elle. Mais, bien sûr, ce n'est qu'un tour de passe-passe d'un employé. Le commentaire tomba lourdement dans l'air. Personne ne répondit. Le silence prolongé la déconcerta encore plus. Un journaliste, assis près de la porte, murmura à son collègue « Ce n'est pas un tour, c'est du vrai talent ». L'autre tapait déjà frénétiquement sur son téléphone, préparant le titre. Un agent d'entretien surprend lors d'un gala et joue comme un génie. L'un des investisseurs étrangers se leva et s'approcha de Thomas. Il lui tendit la main. « Brillant, mon cher, absolument brillant ». La phrase, dite dans un anglais à fort accent, fut comprise de tous. Les applaudissements reprirent, plus fort. Ce n'était plus un respect contenu, c'était une admiration ouverte. Béatrice perdit le souffle. Elle essaya de rire à nouveau, mais sa voix la trahit. Son ami à côté chuchota. « Ils l'applaudissent, lui, pas toi ». Le coup fut brutal. Pendant des années, Béatrice avait cultivé l'image de l'hôtesse parfaite, maîtresse de toutes les attentions. Et, en une seule soirée, un employé invisible lui avait volé la vedette. Thomas remercia d'un simple signe de tête, sans s'exalter. Ce geste d'humilité ne fit qu'amplifier la force de la scène. Les invités comparaient sa dignité à son arrogance. Un homme d'affaires connu se leva et dit à voix haute « Avec tout mon respect, Béatrice, vous ne devriez pas vous moquer d'un tel talent.
La phrase provoqua des murmures à toutes les tables. Certains acquiesçaient, d'autres la regardaient, attendant une réponse. Béatrice tenta de réagir. « Il n'est que le concierge. Ne confondez pas. » Sa voix tremblait. « Je l'ai fait venir ici pour servir, pas pour divertir. » Mais ces mots sonnaient creux face à ce que tous venaient de voir. Le chef d'orchestre à la retraite, Auguste Renaud, présent en tant qu'invité, se leva également. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Cet homme a un don rare. Il fixa Béatrice fermement. Et sincèrement, ridiculiser quelqu'un ainsi en dit plus sur celui qui humilie que sur celui qui est humilié. Le public murmura son accord. L'attaque directe contre la milliardaire fut comme un coup de poing à sa réputation. Les appareils photos des photographes capturèrent chaque détail. Le visage crispé de Béatrice, la sérénité de Thomas, le public se retournant contre l'hôtesse. Un investisseur étranger s'approcha d'un autre et commenta « Si elle traite un talent de cette façon, comment traitera-t-elle nos affaires ?» La phrase se propagea rapidement. Des regards méfiants apparurent parmi les invités qui étaient jusqu'alors les alliés de Béatrice. Le coup matériel était porté. Son statut, construit lors de dîners et de fêtes somptueuses, commençait à se fissurer devant ses propres invités. L'image de l'hôtesse puissante se désagrégeait en temps réel. Pendant ce temps, Thomas restait en silence, debout à côté du piano. Il ne demandait rien, n'exigeait rien. L'absence de vanité était un contraste humiliant pour Béatrice, qui vivait d'apparence. Elle tenta une dernière carte. Eh bien, la promesse n'était qu'une plaisanterie. Elle sourit nerveusement. Personne ne prend ça au sérieux. Mais une des invitées répliqua immédiatement. « Vous avez dit en public que s'il jouait, vous l'épouseriez. » Le salon tomba dans un brouhaha intense. Béatrice devint rouge. « Mais enfin, ce n'était qu'une blague !» s'exclama-t-elle, mais personne ne rit. Lucas, parmi les serveurs, observait avec une satisfaction silencieuse. Étienne, le violoniste, croisait les bras, confirmant en pensée que la justice était enfin rendue. Les journalistes, attentifs, enregistraient chaque seconde. Ils savaient qu'il y avait là assez de scandales pour des jours de gros titres. Le destin de Béatrice était scellé. En quelques heures, les réseaux sociaux afficheraient des vidéos et des récits du concierge qui a fait taire la milliardaire. Son nom, autrefois synonyme de prestige, deviendrait le symbole de l'arrogance exposée. Le salon, qui avait toujours vibré à son commandement, était maintenant livré à l'impact de Thomas. Béatrice tenta de se ressaisir, mais le masque était tombé. Les invités ne la regardaient plus avec respect, mais avec jugement. Certains se levèrent et partirent plus tôt, comme pour ne pas être associés à cette débâcle. Un photographe immortalisa le moment où, immobile, elle tenait sa coupe d'une main tremblante, tandis qu'en arrière-plan, Thomas se retirait avec dignité. Cette image ferait la une des journaux le lendemain. La sanction était consommée. L'humiliation qu'elle avait planifiée pour un autre s'était transformée en sa propre ruine. Le contrat social de respect, de statut et d'influence qui soutenait sa position face à l'élite avait été rompu. Et rien ne pourrait restaurer ce qui avait été perdu devant des témoins si puissants. Thomas n'avait pas eu besoin d'élever la voix. Il n'avait rien exigé d'autre que la chance de montrer qui il était. Et avec cela, il avait fait tomber la forteresse d'orgueil de Béatrice. Le salon, autrefois théâtre du pouvoir de la milliardaire, était maintenant le témoin de sa chute. Le salon restait dans un silence pesant, comme si tous digéraient encore ce dont ils avaient été témoins. Béatrice était assise, immobile, les yeux fixés dans le vide. La coupe dans sa main n'avait plus de champagne, mais elle tremblait encore légèrement. Thomas, au contraire, se tenait droit. Son cœur qui battait la chamade se calmait peu à peu. Il n'y avait pas de triomphe sur son visage, seulement une sérénité ferme, presque austère. Il n'avait pas besoin d'applaudissements. Il avait déjà conquis ce qui comptait le plus, sa dignité. Lucas fut le premier à s'approcher. Il toucha discrètement l'épaule de son ami. « Tu as réussi », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Tout le monde a vu qui tu es vraiment. » Thomas acquiesça simplement en guise de remerciement. Bientôt, quelques invités s'approchèrent également.
Un homme en costume gris lui tendit la main. Ce fut un honneur d'assister à cela. Votre musique parle plus fort que n'importe quel titre. Une dame élégante, avec un collier de perles, ajouta. Ne permettez plus jamais à personne de vous traiter comme si vous étiez invisible. Ce que vous avez ne peut pas être acheté. Les mots arrivaient les uns après les autres, venant de personnes qui, quelques minutes auparavant, remarquaient à peine son existence. Mais Thomas ne se laissait pas éblouir. Il répondait par des gestes courts et polis. Ce qu'il cherchait n'était pas la reconnaissance sociale, mais quelque chose de plus profond. Se prouver à lui-même que la promesse faite à sa mère vivait encore en lui. Béatrice, en arrière-plan, observait tout. Elle tenta d'ouvrir la bouche pour intervenir, mais ne trouva pas la force. Elle était vaincue non seulement devant les invités, mais devant sa propre conscience. Étienne, le violoniste, s'approcha également. Il serra fermement la main de Thomas. « Ne cachez plus jamais ce don. La musique ne peut pas rester enfermée. » Thomas sourit brièvement. « Pendant longtemps, j'ai pensé que je devais rester silencieux. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était mon devoir de jouer. » Les invités applaudirent à nouveau, cette fois de manière plus contenue, mais avec un respect sincère. Ce n'était pas un spectacle, c'était une reconnaissance. Thomas regarda autour de lui. Il vit des serveurs, des agents de sécurité, des employés. Beaucoup souriaient, fiers. Il ne se représentait pas seulement lui-même, mais tous ceux qui vivaient dans l'ombre du mépris de Béatrice. Sa victoire était un reflet d'espoir pour tous. Béatrice se leva enfin. Elle se dirigea vers le piano, essayant de retrouver sa contenance. C'était une performance acceptable, dit-elle sans conviction. Mais ne pensez pas que cela change votre position dans cette maison. Le salon resta silencieux. Les regards de réprobation se tournèrent vers elle. Le poids était insupportable. Thomas ne discuta pas. Il répondit simplement avec calme. « Je n'ai pas besoin d'une position dans votre maison. J'ai seulement besoin de la vérité. » La phrase tomba comme un marteau. Quelques invités applaudirent légèrement, en signe d'approbation. Béatrice recula d'un pas, à court d'arguments. Le temps s'écoula lentement, jusqu'à ce que les invités commencent à se disperser. Beaucoup s'approchèrent de Thomas une dernière fois, laissant des cartes de visite, des invitations, des promesses d'opportunités. Il en ramassa quelques-unes, mais savait que sa plus grande récompense n'était pas là. Quand le salon se vida, Lucas le rejoignit. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Thomas regarda le piano, puis le haut plafond. « Maintenant je peux respirer. » Il n'y avait pas de vengeance dans sa voix, seulement de la paix. Béatrice passa devant lui avant de sortir. Elle ne dit rien. Elle lui lança seulement un regard dur, mais chargé de honte. Pour la première fois, elle semblait plus petite qu'elle ne s'était toujours montrée. Thomas ramassa le seau oublié près de la porte. Il portait le même outil de travail avec lequel il avait été humilié, mais maintenant, chaque pas qu'il faisait était léger. Il ne portait pas la honte. Il portait une dignité restaurée. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, il s'assit sur son lit simple et ferma les yeux. Il se souvint de sa mère, souriant sur le banc de l'église. « J'ai réussi, maman, murmura-t-il. Personne ne peut plus me faire taire. » Et il dormit en paix, sachant qu'il avait vaincu non seulement Béatrice, mais le silence forcé de toute une vie. Des mois passèrent depuis la nuit où Thomas avait transformé l'humiliation en victoire. La nouvelle s'était répandue rapidement. Des vidéos avaient circulé sur les réseaux sociaux, les gros titres s'affichaient dans les journaux. Un agent d'entretien émeut l'élite avec un talent caché. L'image de lui au piano, serein, faisait le tour du monde. Béatrice, en revanche, disparut des chroniques mondaines. Ses invitations se raréfièrent, les investisseurs s'éloignèrent et son influence ne fut plus jamais la même. Le silence autour d'elle était le souvenir constant de la nuit où elle avait été démasquée devant tous. Pendant ce temps, Thomas suivit un autre chemin. Il fut invité à jouer lors d'un concert de charité au théâtre municipal. Le public, venu en nombre, attendait en silence lorsqu'il entra sur scène. Il ne portait pas de costume coûteux, juste un costume simple prêté par un ami. Mais dans ses yeux, il y avait la même fermeté qui l'avait guidé dans la demeure. Le piano était devant lui, imposant.
Ce n'était pas celui de l'église, ni celui de la maison de Béatrice. C'était un autre. Mais pour Thomas, tous les pianos portèrent le même poids symbolique. Chaque touche était un souvenir de sa mère, chaque accord, un morceau de la promesse qu'il n'avait jamais abandonnée. En s'asseyant, il inspira profondément. Un instant, il ferma les yeux et revit la scène d'il y a des années. Sa mère assise sur le banc en bois, toussant, mais souriant en le voyant jouer ses premières notes. Ce sourire était son véritable public. Puis, il commença à jouer. La mélodie emplit le théâtre, aussi vivante que lors de cette nuit dans la demeure. Mais maintenant, il n'y avait pas de moquerie, pas de menace, seulement du respect et de l'admiration. Lorsque la dernière note retentit, le public se leva pour l'applaudir. Thomas s'inclina légèrement en remerciement. Le piano devant lui était plus qu'un instrument. C'était le symbole de sa dignité retrouvée. Et en lui, le souvenir de sa mère restait le second symbole. Elle n'était pas là physiquement, mais chaque touche pressée était la preuve que sa voix restait vivante en son fils. Deux symboles, l'un extérieur, visible de tous, le piano, l'autre intérieur, invisible mais éternel, le souvenir de Lucie. Unis, ils formaient la certitude que Thomas n'était pas seulement un agent d'entretien qui jouait du piano. C'était un homme qui avait honoré la promesse de ne jamais se taire. Thomas a été ridiculisé devant tout le monde, traité comme un invisible, utilisé comme une plaisanterie dans un jeu cruel. Pourtant, il n'a pas rendu la haine qu'il a reçue. Il a choisi de répondre avec talent, discipline et dignité. Il a montré que la véritable grandeur ne consiste pas à humilier, mais à résister sans perdre son essence. Le piano, qui était autrefois un symbole de moquerie, est devenu la scène de sa victoire et le souvenir éternel de sa mère. Et vous, que feriez-vous si vous étiez placé dans la même situation? Resteriez-vous silencieux face à l'injustice? Ou montreriez-vous au monde que votre valeur ne dépend ni de la richesse, ni du statut? Si vous croyez que le caractère et le talent valent plus que l'argent et l'arrogance, partagez cette histoire pour que d'autres n'oublient jamais cette leçon.